Enregistré. Ouais, bonjour tout le monde. Je suis dehors encore. Il fait beau et chaud. Ça se peut que je rentre si j'ai trop chaud. Aujourd'hui, on parle d'eau, que j'en ai un petit peu avec moi. Ah ouais, en fait, je vais rentrer pour vous montrer mon système d'eau aussi. On parle d'eau en premier, puis on parle de détox. Puis, tu sais, c'est comme sur 2 semaines. Fait qu'aujourd'hui, on va probablement avoir le temps de se rendre au foie. Puis la semaine prochaine, on va plus détailler le foie parce que c'est vraiment l'organe d'élimination que on veut le plus soutenir puis qui est plus complexe. Fait qu'on va sûrement plus parler des autres aujourd'hui. On va parler plus des autres aujourd'hui, puis éventuellement, probablement que là, sur la fin, je sais pas exactement où je vais me rendre, mais ça va être quelque part par là. On va sûrement entamer le foie, puis la semaine prochaine, plus les détails de tout ça. Fait que c'est semaine 10 et 11 déjà qu'on est rendu. Fait que l'eau, quoi savoir, la détox, les principaux émonctoires et leur fonctionnement. Ça, on fait ça aujourd'hui. Le foie et son importance dans la détoxification et l'équilibre hormonal. Comment prendre soin de son foie, les cures de foie, la cure à l'huile d'olive, le jeûne et les hormones, puis conclusion. Donc, l'eau est essentielle à la vie. Je pense que je vous apprends rien. Notre corps est composé principalement d'eau, puis toutes les réactions du corps en dépendent, autant la production d'énergie, la détoxification, la digestion, presque tous les processus enzymatiques requièrent à un moment donné de l'eau. Certains processus métaboliques fabriquent de l'eau aussi, ce qui est intéressant, mais c'est vraiment une très, très minime quantité, mais cette quantité d'eau-là est quand même recyclée au besoin. Le transport des nutriments, l'élimination des déchets, la régulation de la température aussi, il y a une certaine importance au niveau de l'eau. Le soutien des fonctions hormonales et vitales, puis tout à peu près, là. La déshydratation est souvent invisible, surtout quand t'es chronique, surtout quand on a appris à pas boire d'eau, puis que on pouvait quand même fonctionner parce que le corps est très bon pour se trouver des alternatives et fonctionner quand même malgré qu'il n'y a pas tout ce qu'il lui faut, mais on peut avoir comme premier symptôme la fatigue, des maux de tête, la constipation, des fringales, parce que des fois, à force d'avoir ignoré des signaux de soif, notre corps va nous envoyer des signaux de faim parce que la nourriture est quand même gorgée aussi d'eau. Fait qu'en allant vers des signaux de faim, notre corps sait quand même qu'on va s'hydrater, mais c'est pas nécessairement la faim qui est là. Fait que des fois, quand il y a beaucoup de la faim qui est fréquente, là, de bien s'hydrater, ça peut déjà commencer à faire une différence. La peau sec, oui, éventuellement, il y a aussi beaucoup les gras au niveau de la peau qui sont importantes. Des difficultés de concentration, un moins bon sommeil. On dit que la personne déshydratée va dormir moins en général que quelqu'un qui est bien hydraté. Puis ça peut aller jusqu'à une moins longue espérance de vie. Fait que les quantités d'eau qu'on devrait boire, là, on peut faire un calcul par rapport à notre poids. On veut à peu près 30 à 35 millilitres d'eau par kilo de poids, ce qui fait là, pour une personne moyenne entre 1,5 et 2,5 litres d'eau. On peut se situer, si on est plus petit gabarit, là, plus proche de 1,5, puis on est gabarit plus un petit peu plus lourde, ben, on va aller plus vers les 2,5. Mais il faut quand même l'ajuster selon notre activité physique, notre transpiration. Surtout, moi, je suis quelqu'un qui ne transpire pas beaucoup, mais si je fais un petit peu de sport, quand même, je vais vite avoir soif, vite avoir besoin de plus m'hydrater. La chaleur, si on transpire. Puis si on a tendance à boire des boissons plus diurétiques, donc thé, café, tisane, alcool, puis l'alimentation, si on a une alimentation qui est plus sec versus une alimentation qui est plus gorgée d'eau, genre fait beau, j'ai coupé un demi-melon d'eau, ça se peut que ça l'affecte un petit peu ma quantité d'eau, mais tu sais, en général, là, ça va tourner autour de ça. Puis des bons indicateurs, c'est l'urine. Fait que si l'urine est pâle, elle n'a pas besoin d'être complètement transparente, mais on veut pas qu'elle soit très foncée. Ça va nous donner un bon niveau d'hydratation. Des fois, la soif, c'est pas nécessairement le meilleur indicateur parce que justement, on peut avoir appris à pas nécessairement l'écouter, cette soif-là. Ça peut être bon de la rééduquer aussi, de rééduquer la soif, c'est-à-dire de l'écouter, de boire plus. Déjà, ça va rééduquer la soif. Moi, quand j'étais enfant, je buvais jamais, hein. Je trouvais que c'était pas intéressant. Puis, éventuellement, quand je me suis mis à boire plus, je me suis mis à avoir un retour des signaux de soif. C'était une blessure qui m'avait fait, il y avait mon physio, j'avais dit, ah, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour ma blessure? Puis il était comme, ben, tu sais, mange bien, bois beaucoup d'eau. OK. Je m'étais mis à boire plus à ce moment-là, puis ça a vraiment rééduqué ma souffle. Puis il a vraiment fallu que je me force. Fait qu'au niveau des quantités d'eau, là, tu sais, quand on a de la misère à atteindre ces petites quantités d'eau-là,
On peut commencer la journée avec un grand verre d'eau. En fait, ça va être intéressant, même si je me vois un peu saccadée. Vicky, est-ce que tu m'entends bien, puis que c'est correct, ou je suis mieux de rentrer? Je t'entends bien, mais c'est vrai que l'image est saccadée, là, mais ça va. On voit La bonne la diapo, puis ma présentation. voix est pas saccadée? Ouais. Non. Ok, bon. En tout cas, s'il y a de quoi, tu me diras. Fait que ouais, commencer la journée avec un grand verre d'eau, ça peut être une excellente habitude parce qu'on perd une quantité importante d'eau la nuit. On s'en rend pas compte, là, mais il y a du nettoyage aussi qui se fait au niveau de notre corps, le liquide céphalorachidien qui va bouger, puis la transpiration qui va se passer pendant la nuit. On a tout notre tube digestif aussi qui est plutôt vide là, quand on se lève le matin. Fait que c'est une très bonne habitude de commencer sa journée par un grand verre d'eau. Euh, Puis là, chaud ou froid, on va en parler tantôt. Traîner une bouteille d'eau avec soi en verre ou en inox, on veut que ce soit pas de plastique idéalement, on l'a vu la semaine passée, pourquoi? Puis boire surtout entre les repas, ça c'est intéressant parce que ça peut diluer toutes les enzymes digestives. Alors si on a l'habitude de boire seulement au moment des repas, c'est quelque chose qui est pas idéal pour la digestion. Fait que c'est mieux de venir ajouter de l'eau plus à l'extérieur des repas. Tu sais, dans les repas, on veut à peu près une tasse là, dans le maximum. Puis on peut avoir l'idée aussi quand on va aux toilettes, puis on a une urine foncée, ça peut nous donner l'idée de dire bon ben j'ai pas assez bu, ça peut être un signal de dire ok je vais aller prendre un grand verre d'eau. Mais il faut faire attention avec les complexes de vitamine B, ça rend les urines foncées. Fait que des fois c'est l'indicateur il est un petit peu moins intéressant, surtout quand on les prend. Tu sais le matin on va avoir peut-être quelques urines qui sont plus foncées. Faut peut-être regarder ceux qu'on les quand on les prend un petit peu les urines qu'on fait plus tard dans la journée. Puis ça, c'est une question que j'ai souvent quand on prend un complexe de vitamine B puis que les urines deviennent foncées. Est-ce que j'ai besoin de boire plus d'eau? Ben, pas nécessairement, là. C'est juste que la métabolisation des hormones, des vitamines B va donner une urine plus foncée, tout simplement. Dans la qualité de l'eau, en fait, l'eau contient principalement de l'eau et des matières inorganiques qui sont mesurées en ppm, parties par million. Donc, des minéraux, des ions, des oligo-éléments, je fais ça en résumé. Puis ça, quand il y a beaucoup de matière inorganique, de minéraux, de parties par million dans l'eau, on va dire que l'eau est dure. À Montréal, l'eau est dure, elle a beaucoup de minéraux. À Gatineau, l'eau est plutôt douce. Les parties par million sont plus bas. À Montréal, je ne sais pas exactement, mais à Gatineau, c'est autour de 30 parties par million, qui n'est pas nécessairement assez haut pour la santé. Là. On ne veut pas nécessairement une eau qui est très dure. On veut une eau qui est autour de 100 parties par million. Dans les bouteilles d'eau, c'est la SK qui est pas mal sur la note avec ça. Ça, sur les bouteilles d'eau, l'eau embouteillée, on peut le lire dessus. C'est pas ça que je vous conseille, évidemment, parce que c'est plein de plastique. Mais c'est à peu près comme ça qu'on peut savoir. Sinon, il faut le mesurer de façon que je ne saurais même pas comment faire, hein. Euh, L'eau du robinet, puis l'eau embouteillée contient aussi des centaines de contaminants et polluants qu'on a discuté la semaine passée. Certains sont mesurés. Il y en a environ 30 qui est mesuré dans l'eau du robinet. Au niveau des bouteilles d'eau, c'est moins sévère au niveau des contaminants. Il y en a beaucoup qui sont pas mesurés, comme entre autres les PSAF, là, les polluants éternels qu'on a parlé. Eux autres, ils n'ont pas besoin d'être mesurés dans l'eau. Fait qu'on veut filtrer l'eau du robinet. On veut éviter les bouteilles d'eau. On veut filtrer l'eau du robinet. Si c'est de l'eau, des bouteilles comme des grosses bouteilles plus épaisses, euh, à ma connaissance, l'infiltration de plastique est un peu moins importante que quand c'est des petites bouteilles d'eau à usage unique, usage unique plus frêle. Évidemment, il ne faudrait pas chauffer aucun de ces matériels-là. Mais moi, qu'est-ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'eau du robinet, mais de la filtrer. C'est la meilleure façon. Après ça, il y a différents types de filtres, il y a différents prix. Puis, il y en a pour tous les goûts, là. C'est rendu très populaire aussi, là, d'ajouter des choses fancy à son eau. Mais tant qu'à moi, là, on veut une eau qui est de l'eau, des minéraux, autour de 100 parties par million, avec le moins de toxiques possible. Pas mal ça, là. Fait qu'on a c'est ChatGPT qui m'a aidé à faire le tableau, là. J'y disais un petit peu qu'est-ce que j'avais besoin, puis fait que c'est pas parfait, mais ça donne quand même une pas pire idée. Les filtres de sédiments, ça, je connais moins, mais ça filtre pas grand-chose, donc c'est pas l'idéal. Faut voir aussi si on a une eau tu sais, un puits artésien ou si on a de l'eau de l'aqueduc, là, ça peut varier de qu'est-ce qu'on a besoin, évidemment. Donc, charbon activé, ça, c'est les plus communs, c'est les moins chers. C'est genre Brita, Santevia.
C'est comme, pour moi, c'est un minimum. Ce qui est un peu moins intéressant, c'est que c'est un filtre en plastique. Le filtre est en plastique, fait que l'eau qui s'entrepose dans du plastique. Mais le plastique est quand même assez épais. Fait que, bon, je me dis, c'est moins pire quand même que d'avoir toutes les cochonneries qu'il y a dans l'eau du robinet. By the way, l'eau du robinet contient 2 fois moins, juste comme direct de même, là, l'eau du robinet contient 2 fois moins de plastique que l'eau en bouteille. Fait que déjà là, on a moins de plastique là-dedans. Les filtres au charbon vont filtrer quand même une partie des pesticides, le chlore. Le chlore va venir. Le chlore, c'est pour tuer les bactéries. C'est pour ça qu'ils le mettent dans l'eau du robinet pour qu'on soit malade. Mais nous, notre corps, c'est quoi? C'est un paquet de bactéries. Notre tube digestif, c'est un paquet de bactéries. Fait que si on embarque du chlore là-dedans en journée longue, c'est sûr que ça va avoir une atteinte au niveau du microbiote. Fait que ça, c'est déjà là, une bonne base de venir enlever le chlore. Ça filtre un petit peu de pesticides, puis ça filtre un peu de microplastique, un peu de PFAS. Ça filtre pas tous les métaux lourds. Santevia a l'air un petit peu mieux, comme les filtres au charbon. En tout cas, c'est ça qu'ils autres disent, là, mais vois-tu, ChatGPT, lui, disait que ça filtrait pas les métaux lourds, les bactéries, les minéraux. Généralement, quand c'est l'eau du robinet, il n'y a pas de problème avec les bactéries parce que la ville s'en est occupée. Marie, là, le son, il coupe. Que mon Internet est instable. J'avais l'impression peut-être mon ordi, elle avait de la misère aussi. Colin. Bon. Est-ce que là, tu m'entends? Mais là, c'est correct, là. Bon, là, Ouais. c'est correct. Bon, je suis Mais rentrée. ça Je faisait suis dans comme le... 1, 2 minutes, là, qu'on t'entendait Ouais, plus. c'est ça. Ben, j'avais arrêté de parler parce que je voyais que j'étais gelée. Puis, bon, ben, désolée pour celles qui écoutent en rediffusion, là. Un petit problème technique avec mon Internet. Ben, je me suis mis dans la cuisine pour vous montrer mon filtre, en fait, puis j'étais rendue là. Fait que dans le fond, filtre au charbon, un minimum, pas cher, fait pas parfait, mais comme on a quand même quelque chose là autour de 50 pièces, on peut quand même filtrer. L'osmose inversée, ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai choisi. Euh, Ça filtre tout, même les minéraux, ce qui fait partie du problème, mais au moins ça enlève vraiment tous les polluants. Fait que ça va devenir comme un eau vraiment pure. Euh, Puis c'est quand même dans le système est un petit peu plus gros. Il se plug directement dans la cuisine. Fait que ça me fait un petit bec verseur comme ça à côté du lavabo, celui-là ici. Fait que c'est vraiment pas compliqué, il est direct là. Fait que c'est l'eau qu'on boit, elle vient toute de là. Là, C'est ici. Marie, Ouais, Marie-France, ouais, peut-être que tu pourrais enlever le partage de la présentation parce que là, sans petit, on voit pas vraiment. ouais, bonne idée. Je pense que t'es là. Excellente idée. Ouais, fait que c'est ça ici, l'eau comme ça. Puis c'est tout plugué. Dans le fond, en tout l'évier, il y a un gros cruchon avec tout le système de filtration. J'ai plusieurs filtres dedans. Puis moi, pour pallier au fait que ça enlève les minéraux, je me suis installé un système très, très maison. Puis ça, c'est moi qui ai inventé ça, là. C'est rien de super sophistiqué. Mais c'est des roches du Santevia, qui est un filtre qu'on va dire qui a de l'eau alcaline. Fait qu'il va reminéraliser l'eau. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je fais couler l'eau dans les roches, puis on se sert à même le bol. Avant, on avait un pichet en verre qui a cassé, parce que je voulais pas avoir de plastique, mais on l'a cassé. Ça, c'est juste un bol genre à salade. Puis je mets une assiette par-dessus pour éviter que ça se contamine avec quoi que ce soit. Puis surtout pour pas que les chats viennent boire dedans, parce qu'ils savent qu'il y a toujours de la belle eau fraîche sur notre comptoir. Fait que ça, c'est ma façon à moi. Le filtre d'osmose inversée est autour de, j'ai dû payer ça autour de 1000 $ le kit. Puis, faut que je change quand même les filtres à je pense que c'est à chaque année ou à chaque année et demie. Puis,
c'est pas donné, là. C'est quelques centaines de dollars à chaque fois. Fait que, tu sais, c'est pas complètement hors de prix, mais c'est quand même un investissement. Ça m'a pris du temps avant de m'en procurer un, disons, là. J'ai été longtemps sur un Santevia de comptoir qui est un petit peu plus, qui avait plus d'étages que le Santevia ou le Brita qui est juste un pot, là, celui-là qui est plus gros. Mais il donnait aussi beaucoup de minéraux. C'est là qu'il y a les roches, là. Tant qu'à moi, ça donne peut-être un petit peu trop de minéraux, celui-là. Mais il y avait plus d'étages de filtration, donc plus de choses filtrées. Je repartage ma présentation. Fait que là, euh, juste une question. Oui. Dans le fond, tes minéraux, tu t'achètes comme le Santevia pour mettre dans ton bol, J'ai c'est acheté ça? juste les roches et je Ouais. vends séparément. OK. Fait que Ah, OK. j'ai pris juste les roches. Ouais. OK. Je vous Good. dis pas que c'est la façon parfaite, mais c'est la façon que moi j'ai trouvé, puis le budget que j'étais prête à mettre. Il y en a des plus sophistiqués, là, des trucs que ça se met à l'entrée de la maison, là, mais ça coûte plus dans les dizaines de milliers de dollars, là. Il y en a plein sur le marché, là. J'ai essayé de vous faire une petite idée. Je suis pas une experte non plus là-dedans. Euh, pas en tout. Il y a des filtres UV, mais ça, c'est plus pour tout ce qui est bactéries, virus, parasites. Ça va plus s'appliquer si on est à la campagne puis que on veut s'assurer de la qualité de l'eau, mais ça filtre pas le reste, le reste de ce qu'il peut avoir comme contaminant dans l'eau, là. Après ça, le céramique, justement, le gros Santevia de comptoir, lui, il va avoir un filtre au charbon dedans, mais il va avoir les pierres qui vont reminéraliser l'eau, mais il va aussi avoir une plaque de céramique qui va filtrer aussi un petit peu. Fait que ça va comme faire un petit hop dans le filtre au charbon. Puis, bon, c'est moins complet si c'est tout seul, mais si c'est combiné, c'est quand même bien. Puis ici, il y a un adoucisseur d'eau. Fait que ça doit être combiné avec d'autres choses aussi parce que c'est pour enlever des minéraux. Fait que si on a une eau qui est très dure, ben là, on veut retirer des minéraux. Si par exemple, à plus que de 100 parties par million, on pourrait vouloir venir l'enlever. Fait que c'est un petit peu complexe, les filtres là. J'ai pas réponse à tout, mais tu sais, en gros, ça vous prend quelque chose d'assez basique qui enlève le plus de polluants possible, mais qui vous laisse quand même un petit peu de minéraux. C'est un peu ça l'idée, là. Il y a un truc que j'ai appris dernièrement en préparant cette conférence-là que je savais même pas. C'est que quand l'eau est dure, par exemple à Montréal, si on la fait bouillir, les microplastiques vont, euh, les minéraux et les microplastiques vont comme se figer ensemble, ça va faire des petits cristaux. Puis après ça, si on la passe dans un filtre, le filtre va être capable de capturer et les microplastiques et une partie des minéraux. Fait qu'on va pas enlever des polluants comme ça. Après ça, ce que ça vous tente toujours de faire bouillir votre eau. Déjà, quand il y a des avis d'ébullition d'eau, on trouve ça tannant, là. Fait que c'est quand même une grosse job. Tant qu'à moi de se procurer un petit filtre, ça peut être intéressant, là. Mais un coup, tu sais, c'est comme, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Fait que c'est ça pour les types de filtres. On est rendu à la température de l'eau. Vas-y, Vicky. Chance, t'es là? Ouais, ben mettons là ton osmose inverse là, Ouais. si tu reminéralises pas, il te manque vraiment de minéraux là, tu sais, c'est important Ouais. cette étape-là. Ouais, OK. c'est quand même important parce que, tu sais, oui, tu vas chercher des minéraux dans ton alimentation, mais c'est souvent sous forme de minéraux plus organiques. Fait que la composition se ressemble quand même beaucoup, là, mais ça peut être insuffisant. Puis en fait, c'est ton rein qui va beaucoup travailler. On a trop de minéraux, c'est pas bon parce que là, le rein, il faut comme qu'il flush des minéraux qu'il a pas besoin. Fait que là, c'est comme un travail supplémentaire. Puis on dit que le rein peut venir qu'à s'encrasser, là, de façon très vulgaire de le dire. Fait que, mais de pas en avoir du tout, c'est que tu vas venir comme pomper tes minéraux alimentaires pour venir tamponner au niveau de ton rein puis excréter pour que le rein reste en équilibre. Fait que ouais, c'est quand même important d'avoir un petit peu de minéraux. J'avoue que, tu sais, le petit bec berceur, des fois, on le prend comme ça sans avoir les minéraux, mais j'ai pas mesuré non plus la quantité de parties par million que ça donne. Est-ce que c'est exact? Je le sais pas. C'est très maison, mon affaire, mais oui, c'est important parce que c'est comme de l'eau distillée. On pourrait le faire sur une courte période, tu sais, pendant quelques mois. Boire un autre pot de minéraux, ça peut être intéressant justement parce qu'on va venir alléger le travail du rein au niveau minéral, mais éventuellement, il va falloir en remettre, là. OK. Puis j'ai une autre question. Vas-y. Moi, c'est ça, j'ai un Brita en plastique, là, tu sais. Mais c'est mieux de filtrer l'eau puis d'avoir un peu de plastique que de pas filtrer du tout. Moi, je pense.
Moi, je Ouais. pense que c'est mieux ça parce que tu vas quand même filtrer les microplastiques qui sont dans l'eau déjà. Fait qu'éventuellement, si tu le restes très longtemps dans ton truc en plastique, va avoir un certain transfert, mais il n'y a pas de chaleur, ton plastique est épais. Fait que c'est pas nécessairement un gros transfert, je pense. Je pense que c'est un moindre mal rendu là, que c'est mieux de la filtrer. Peut-être que dans 2 ans, je vais en apprendre d'autres choses, puis je vais dire qu'il faut pas faire ça, mais je crois pas. Ça fait quand même des années que je suis arrêtée là-dessus, puis je pense que c'est quand même préférable. OK, merci. Fait que pour la température de l'eau, il y a eu des modes aussi dernièrement, là, boire de l'eau chaude, boire de l'eau froide. Fait que c'est quoi la différence? L'eau froide, c'est plus un petit boost, c'est plus un stimulant. Ça va aider avec le métabolisme. Par exemple, si mon métabolisme a tendance à être bas, d'avoir de la misère à s'activer, le fait de boire froid, en fait, c'est que mon corps va avoir besoin de réchauffer l'eau. Donc, il va avoir besoin de produire de la chaleur pour réchauffer cette eau-là. Fait que ça va créer une dépense énergétique puis booster un petit peu le métabolisme. C'est pas des tonnes, là. D'un autre côté, par exemple, le fait d'avoir de l'eau froide, ça peut créer un stress, puis devenir comme jouer un petit peu au niveau des hormones de stress, du cortisol. Fait que, tu sais, si on est déjà très stressé, très fatigué, c'est peut-être pas la meilleure affaire de boire notre eau froide, du moins pas très froide. L'eau température pièce, déjà, on va avoir besoin quand même de la réchauffer parce qu'elle va être plus froide que notre corps. Moi, je privilégie plus en général l'eau température de la pièce, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier. Tu sais, la personne a le problème métabolique, gros surpoids, c'est difficile, là, puis elle est super relaxe, là, très calme, à la retraite, mettons, tu sais, pas beaucoup de sources de stress. Bon, ben, on pourrait venir travailler avec un petit peu d'eau froide. Puis de l'autre côté, ben, l'eau chaude, ça va être un petit peu le contraire. Ça va être très doux pour le système parce que j'aurai pas besoin de le réchauffer. Ça va être très calmant. Ça peut aider la digestion. Ça va avoir un petit côté réconfortant. Fait que si c'est quelqu'un qui est super stressé, très fatigué, ben oui, d'avoir de l'eau chaude, justement, ça peut aider à venir réguler avec tout ce qui est cortisol. Fait que ça peut être une bonne option aussi. Les yogis, ils boivent souvent juste de l'eau chaude. C'est comme la façon plus ayurvédique là, que justement l'eau froide, c'est comme poison, puis on devrait pas boire ça, puis toute une question de vision. Fait qu'on peut l'essayer, tu sais, dire, hey, moi, je bois toute mon eau chaude pendant quelques jours, quelques semaines, puis je vois, tu sais, quel effet ça a sur mon stress, sur ma digestion, mon confort. L'eau froide comme glacée, comme la petite madame là, que Lia m'a produit avec les glaçons, pas vraiment. Là. Ça, c'est un petit peu trop intense. Là. Déjà, tu sais, le petit verre d'eau que je vous demande, le grand verre d'eau que je vous demande de commencer avec le matin, moi, je prends vraiment température pièce. Température pièce, puis là, ça va nous activer quand même avec le métabolisme euh, pour venir le réchauffer. Fait que c'était tout pour l'eau. On a, fait qu'en gros, là, on veut une eau de qualité avec la présence de minéraux, pas trop, le moins toxique possible, en quantité suffisante, puis chaude ou froide, au choix du rôtisseur, là. C'est à vous de décider qu'est-ce qui convient le mieux. Fait que, en gros, c'est ça qu'on a besoin de savoir sur l'eau. Puis le défi, c'est le moins de toxique possible. C'est vraiment là que le défi se joue beaucoup. On rentre dans la détox. J'aurais pu faire un diapo avec un gros titre, là, pas transition. En tout cas. Bref, la détox, c'est un processus vital. Tu sais, c'est pas nécessairement parce que tu fais pas de cure de foie ou que tu fais pas d'entretien saisonnier de ton foie, que tu fais pas rien pour ta détox, que ça se passe pas, là. Ça se passe tout le temps, 24/7, que tu le veuilles ou non. Fait que chaque jour, notre corps, il va transformer, modifier, solubiliser, puis éliminer une multitude de déchets. D'abord, les déchets métaboliques. Donc, notre corps, en fonctionnant, va produire des déchets qu'on va devoir éliminer. Le CO2, c'est un bon exemple. Hein? Le CO2, c'est le gaz carbonique. J'inspire de l'oxygène, puis dans la réaction de production d'énergie de ma cellule, ben, il y a du CO2 qui va être créé. Puis là, il va falloir que je l'expire. Si je reste pris avec ce déchet-là pendant longtemps, ben, ça va me faire mourir éventuellement. Là. Fait que ça, c'est un déchet métabolique, mais il y en a d'autres aussi qui sont moins importants, mais qui sont quand même excrétés, métabolisés. Les hormones font partie de ça. Une fois que les hormones sont utilisées, ils ont besoin, eux autres, d'être solubilisés puis éliminés. Il y en a qui sont solubilisés, ça veut dire qu'ils doivent être rendus solubles pour être éliminés. Il y a beaucoup de déchets qui vont être solubles dans le gras, donc on ne peut pas l'éliminer directement. Il y a besoin d'un processus de transformation avant d'être évacué.
Puis maintenant, par les temps qui courent, là, c'est beaucoup des composés provenant de notre environnement, qu'on a parlé la semaine passée, qu'on a besoin de détoxifier puis d'éliminer de notre corps. On a, dans les émonctoires principaux, les émonctoires, c'est un terme plus naturel qui désigne en fait comment on élimine. Les principaux, c'est vraiment les intestins et le rein. Pensez à qu'est-ce qui sort de votre corps, comment j'élimine. Moi, ben, je m'assois sur la toilette, puis ben, je fais pipi caca, c'est là que ça sort. C'est vraiment ça le plus important. Le foie, lui, c'est pas vraiment un émonctoire, mais on le dit qu'il est accessoire, mais c'est lui qui va faire la job de solubilisation pour que les déchets puissent être évacués. Fait qu'il est vraiment important aussi. Les poumons, ça va être vraiment plus au niveau du CO2 qui va éliminer. La peau, l'utérus, on dit que qu'ils peuvent être accessoires des émonctoires qui sont plus secondaires. Mais les principaux, c'est vraiment intestin, rein. L'intestin, on l'a vu long à large dans la digestion. Fait que c'est vraiment l'élimination des déchets via les selles. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire? C'est entretenir les jonctions serrées de l'intestin, s'assurer que le microbiote est en bon état. Puis pour ça, ben, il faut venir tonifier la digestion. Puis en tonifiant la digestion, on aide déjà le foie avec le support au niveau de la bile. Fait que, tu sais, je vous réfère peut-être à cette présentation-là si vous avez des questions plus spécifiques sur l'intestin. Mais en gros, lui, sa job, c'est de faire sortir qu'est-ce qui s'est solubilisé dans le foie, dans la toilette, à l'extérieur du corps. Au niveau plus hormonal, on a parlé du microbiote qui était l'estrobolome, là, qui était tout ce qui a rapport avec la gestion des estrogènes. Mais quand le foie il va solubiliser, faire la biotransformation des hormones, il va les conjuguer, il va mettre une autre molécule, on va le voir dans le foie, j'en en reparler là, la semaine prochaine, il va comme la combiner avec une molécule X pour qu'il soit excrété. Puis, quand l'intestin est en mauvais état, ça peut être déconjugué et réabsorbé. Puis, on se retrouve avec un recyclage hormonal qui n'est pas intéressant parce qu'on veut l'éliminer. Le rein, c'est un organe de détoxification majeur, là, un émonctoire qui est très, très important puisqu'il filtre le rein. Puis il filtre avec de l'eau, hein. Fait que ça, c'est vraiment son travail, c'est de produire l'urine. Fait qu'il prend le sang, il y a des veines qui vont le faire passer dans le rein avec de la microcirculation. C'est assez complexe, tout le processus, mais ChatGPT vous l'a fait en des images très claires. Le sang passe et puis l'urine est produite. Puis qu'est-ce qu'on veut sortir du corps, en fait, ça va être dans l'urine. Il va éliminer les déchets qui sont hydrosolubles parce qu'il ne peut pas le transformer. Là, c'est pas une usine de transformation, c'est vraiment une usine de filtration. Il va participer à l'équilibre hydrique et minéral. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une certaine charge en minéraux dans notre eau, mais pas nécessairement trop de minéraux, parce que justement, ça peut surcharger le rein. Puis le rein peut facilement être affecté par le stress et la surcharge. Tu sais, des fois, on va dire, ah, l'expression, j'ai-tu les reins assez solides pour faire ça? Ça vient un peu de là. Et puis en médecine chinoise, la surrénale, qui est une petite glande qui gère le stress, qui est sur le rein, comme un petit chapeau qui va gérer toutes les hormones de stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline. Ben, en médecine chinoise, c'est la même chose. Ils vont prendre soin du rein puis de la surrénale de la même façon. Ici, en naturo, on les sépare, mais ils sont quand même très reliés ensemble. Puis le rein, en fait, va venir qu'avoir des problèmes, surtout quand il y a un problème au niveau de la microcirculation. Parce que si la microcirculation se fait pas bien, c'est vraiment au niveau de la microcirculation que l'échange se fait dans le rein pour produire l'urine. Fait que quand je parle de microcirculation, je parle beaucoup de problèmes de diabète. Un petit peu de résistance à l'insuline, ça ne va pas venir affecter de façon significative, là, mais quand il y a du diabète, souvent, en fait, ça va être la cause principale d'insuffisance rénale. Les diabétiques vont avoir un problème au niveau de la microcirculation dans les pieds, dans les yeux, dans le rein. Fait que ça va développer plein de problèmes. Euh, Fait qu'en gros, le rein, on peut pas autant l'aider que le foie. C'est complexe, mais c'est comme si à part, se reposer, pas être trop stressé, bien manger, faire de l'exercice, des affaires comme très basiques,
il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des petites cures de rein qu'on peut faire. Ça va être à faire, comme mettons, une fois par année. Ça va être avec de l'eau de bouleau. L'eau de bouleau aurait comme tout ce qu'il faut pour aider le rein à bien travailler. Et c'est quand même léger, là. L'eau, déjà, avoir une bonne quantité d'eau, une bonne quantité de minéraux dedans, ça va être déjà un bon départ. Il n'y a pas non plus beaucoup de... Il y a quelques aliments qui vont venir le soutenir, là, le persil, le céleri, la graine de céleri. Ça va être comme des aliments qu'on dit thérapeutiques pour le rein. Fait qu'en gros, ça se trouve dans les fruits et légumes. Là. C'est pas trop sorcier si on a une alimentation qui est variée. Généralement, ça se passe bien. Puis au niveau des plantes, il va y avoir, j'ai le goût de dire 12 000 plantes pour le foie, mais il n'y a pas beaucoup de plantes qui viennent soutenir le rein. Le cordyceps, c'est un champignon qui va, et c'est une des seules plantes, là, quand on parle vraiment qu'on veut venir soutenir le rein de façon plus directe. Puis c'est aussi, bizarrement, quelque chose qui va soutenir au niveau du stress, la surcharge, la fatigue. C'est un champignon. Personne qui en a eu dans votre gang. Fait que c'est ça, tu sais, en gros, le rein, c'est important, oui, mais à part d'avoir des bonnes habitudes de vie, il n'y a pas beaucoup de choses à faire autant qu'avec le foie. Les poumons, ben, c'est surtout l'élimination du CO2. Fait qu'à part avoir une bonne respiration, puis on va avoir on va en avoir quelque chose aussi, on a quelque chose sur la respiration dans quelques semaines. Ça va participer à l'équilibre acido-basique dans tout le système. Puis c'est sûr que la respiration est très connectée avec la gestion du stress aussi, puis tout ce qui est mais à part de bien respirer, respirer par le nez, d'avoir un échange euh, intéressant avec le milieu extérieur, d'avoir une bonne qualité de l'air. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire non plus avec le poumon. Reste qui est très important. Avec la peau, on dit que c'est un émonctoire secondaire. C'est l'interface entre les toxiques externes. Ma peau, elle vient me protéger contre le milieu extérieur. On a vu aussi la semaine passée que si je me badigeonne de produits chimiques, ma peau, elle va absorber les toxiques. Puis là, après ça, il va falloir que je les prenne en charge, que je les évacue éventuellement à travers mes autres émonctoires. Mais la peau est capable d'éliminer via la transpiration. On a toujours dit que c'était très secondaire, mais le plus que de polluants environnementaux, le plus qu'on se rend compte qu'il y a certains polluants qui aiment bien la sueur pour être éliminés. Fait que le fait de transpirer, c'est bon. Entre autres, les métaux. Bizarrement, là, ça en est des quand même méchants, là, mais tout ce qui est métaux lourds aime bien sortir par la transpiration. Tout ce qui est BPA, certains PFAS aussi qui vont, des différents toxiques environnementaux, là, vont aimer traverser, se libérer par la sueur. Puis même que Joseph Pisorno, qui est comme une sommité, là, c'est un docteur en naturopathie aux États-Unis. Lui, pour les intox aux métaux lourds, il conseille d'aller progressivement dans des saunas à chaque jour jusqu'à 2 heures pour transpirer là, de façon vraiment abondante. Fait que c'est quand même beaucoup, là, mais je vous dirais, n'ayez pas peur de transpirer. On a souvent cette peur-là de puer, dès qu'on a un petit peu de sueur dans le front, de l'essuyer, de la cacher, mais c'est vraiment important de venir transpirer quand même plusieurs fois par semaine. Moi, je transpire pas beaucoup, fait que, tu sais, on est comme on est aussi, là, mais en fait, déjà, juste en faisant l'exercice, puis d'avoir un peu de transpiration, d'aller au sauna, d'aller au spa, c'est très, très bonne idée parce qu'on va venir activer ce processus-là de transpiration qui va aider à éliminer. Quand il y a un problème au niveau d'autres émonctoires, là, les émonctoires principaux, donc on va dire, on va inclure le foie comme émonctoire accessoire, les intestins puis les reins, la peau peut devenir surchargée puis servir d'émonctoire faute que les autres sont capables de bien prendre en charge. Fait qu'on peut voir ça dans les problèmes intestinaux ou des problèmes de foie beaucoup plus là. Puis ça peut donner des problèmes de peau style élimination, genre psoriasis, acné. Ça peut être des maladies de peau d'élimination. C'est comme ça que c'est vu en naturopathie. Fait que là, on va vouloir revenir prendre en charge les autres émonctoires pour éviter que ces toxiques-là soient poussés par la peau. Dans le psoriasis, entre autres, là, c'en est un que je connais bien parce que j'ai fait une synthèse là-dessus à la fin de mes études. Euh, on disait qu'il y a peut-être une composante auto-immune parce qu'il y a quelque chose, il y a des cellules immunitaires qui se tiennent au niveau de la peau quand il y a du psoriasis. Puis la vision naturelle, c'est plus que, dans le fond, le système immunitaire active les toxiques pour les desquamer via la peau, puis va accélérer le processus de renouvellement de la peau
pour pas rester pris avec ces déchets-là qu'on n'a pas été nécessairement capable de bien prendre en charge. Que l'eczéma n'est pas nécessairement une maladie d'élimination. Là, il y en a une couple dans votre gang qui ont ça. Puis c'est ça, c'est plus équilibre immunitaire, plus dans la diathèse allergique. Puis c'est plus le foie qui va aider avec ça. Foie, intestin, plus via l'équilibre l'équilibre du système immunitaire, mais pas nécessairement via l'élimination. C'est un autre processus. Mais en gros, là, tu sais, quand on prend soin des émonctoires, intestin, foie, souvent la peau, là, elle se porte quand même bien. La glycémie aussi peut donner différentes choses au niveau de la peau, là, mais ouais, la peau, là, quand il y a quelque chose, des fois, là, ça va aider de travailler à l'extérieur. L'utérus, ça, c'est vraiment un truc de naturo, là. Vous trouverez pas ça sur la map. Si vous regardez sur Internet, est-ce que l'utérus est un émonctoire? Ça va être marqué que non, là. Mais en naturo, on le voit un petit peu comme ça. Puis on dit que quand il y a une surcharge, par exemple au niveau des estrogènes, ça va donner des menstruations qui sont plus abondantes, plus de douleurs menstruelles, des caillots éventuellement. Fait que ça serait une façon pour le corps d'éliminer plus. Tu sais, en gros, il va éliminer du sang, des fragments de muqueuse de l'endomètre, du mucus des fluides vaginaux, des déchets cellulaires, des médiateurs inflammatoires. Donc, c'est comme plus le fait d'être menstrué régulièrement, ça va éliminer qu'est-ce qu'on a besoin d'éliminer par là. Euh, Moi, je crois que peut-être on élimine de façon plus importante. Tu sais, des fois, quand ça change beaucoup de couleur, quand on a été exposé à certaines affaires ou quand des fois les femmes, il y a eu des arrêts de menstruation pour X, Y raison, grossesse, contraception, aménorrhée, n'importe quoi. Des fois, les selles, les menstruations vont changer un petit peu de couleur au début. Tu sais, c'est intéressant de voir pourquoi ça change de couleur de même tout d'un coup. Fait que c'est plus une croyance que quelque chose de vraiment d'officiel. Puis moi, je vous raconte un petit quelque chose par rapport à une expérience. Moi, j'ai fait un jeûne plus long qui était de 5 jours. Puis je suis allée dans ma phase, quand je venais juste d'être menstruée, où j'étais en train de finir justement parce que c'est un bon moment pour jeûner, où on a beaucoup d'estrogène, puis l'estrogène est capable elle aime bien en fait avoir une glycémie plus basse, c'est un bon moment. Puis je pense qu'après 2 jours de jeûne, mes menstruations ont reparti pour un genre de 9 jours, là. Fait que j'avais déjà eu mon 4-5 jours, là, puis c'est reparti pour un 9 jours, là. Tu sais, c'était comme, au début, je me suis dit, ah, c'est comme peut-être juste du spotting, là, tu sais, j'élimine quelque chose ou je sais pas trop. Puis finalement, là, ça a comme continué. Puis même après mon jeûne, quand je me suis réalimentée, là, j'étais, écoute, c'est des vraies menstruations, là. C'était quand même abondant, puis c'était différent de d'habitude. C'était plus coloré, c'était plus comme un peu bizarre, c'était plus odorant, Fait que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment bien élucidé le fonctionnement de tout ça. Puis pour avoir travaillé en centre de jeûne pendant longtemps, c'est extrêmement fréquent là, que les femmes ils partent leur menstruation pendant le jeûne. Fait que moi, je suis convaincue que cette muqueuse-là a besoin d'évacuer ce qu'elle a besoin d'évacuer, mais on peut pas faire grand-chose pour la soutenir, là, tu sais, c'est plus, encore là, tu sais, bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, mais on peut être menstrué, tu sais, on peut pas pousser le fait d'être menstrué, mais je te dirais que les choses à éviter, ça serait les plus importantes, ça serait, tu sais, d'éviter de faussement arrêter les menstruations, là. Fait que tout ce qui est pilule en continu ou stérilet qui fait que c'est pas grave que ça l'arrête les menstruations. Après ça, tu sais, chacun choisit ses affaires, là, mais moi, je pense que ça a besoin de... Tout ce qui a besoin de sortir du corps, on devrait le laisser sortir du corps. Une femme, c'est faite pour être menstruée à tous les mois, fait qu'on devrait laisser ça aller comme ça. On est rendu au foie, parfait. On va faire l'introduction, puis on va pouvoir finir ça la semaine prochaine. Fait que dans les émonctoires, là, le foie, c'est vraiment le roi, là, lui, de la détoxification, parce que sa job, c'est de transformer les toxiques pour qu'ils deviennent éliminables. S'il n'y a pas une transformation qui est faite, on ne peut pas éliminer via les autres émonctoires. Fait que quand ça congestionne beaucoup à ce niveau-là aussi, ben là, ça peut donner des problèmes ailleurs, en l'occurrence au niveau de la peau. Il va métaboliser les médicaments. Ça, c'est pas des trucs de naturo, là, c'est toute sa map qu'on peut trouver sur Google assez facilement.
même que c'est mesuré au niveau médical. Ils vont mesurer combien de temps ça prend, on appelle ça la demi-vie d'un médicament, combien de temps ça prend pour un médicament d'être à moitié dégradé par le foie. Fait que là, c'est ça qui va faire qu'un médicament va devenir toxique ou pas. Puis, la demi-vie est toujours sur une moyenne d'un humain normal en santé. Fait qu'éventuellement, trop de médicaments, ça peut aussi donner des problèmes hépatiques importants. L'alcool va être éliminé par le foie, puis l'alcool est un composé toxique. Fait que dès que je bois de l'alcool, euh, mon foie va mettre ça en priorité pour être détoxifié. Fait que ça se peut que je mette de côté d'autres composés, entre autres les hormones qui prennent des chemins métaboliques similaires à l'alcool. Tous les composés environnementaux qui sont pas solubles. J'ai-tu fini ma phrase? OK, ça doit. Je vais recommencer. Fait que quand on boit de l'alcool, c'est tellement toxique que ça peut prendre la place de d'autres composés qui ont besoin d'être détoxifiés en priorité. Fait que c'est comme si je bois de l'alcool, je prends mes estrogènes, je les mets sur le côté, puis là, je détoxifie mon alcool, puis quand j'ai fini, ben, je reprends mes estrogènes, je la remets dans la même voie métabolique, puis là, je continue à détoxifier mes estrogènes. C'est sûr, si je fais ça tous les jours, ben, éventuellement, je vais avoir un certain engorgement au niveau hormonal. C'est ça que je voulais dire. D'autres composés environnementaux, à peu près n'importe quoi, là. Les phtalates aussi, ils aiment ça sortir par la sueur. Mais je pense aux phtalates parce que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux estrogènes, les microplastiques. Mais généralement, ça a besoin de passer par le foie. Qu'est-ce qu'on va se mettre sur la peau qui va être toxique, va éventuellement rentrer au niveau de la circulation sanguine, puis se retrouver au niveau du foie pour être biotransformé au besoin. Fait que dans la biotransformation des hormones, là, je ne vous ai pas fait de quoi de super complexe là-dessus parce que ça peut être très compliqué. Euh, mais c'est le foie qui a besoin de faire ça. La prochaine diapo est un petit peu plus élaborée là-dessus. Le foie va aussi soutenir indirectement les hormones thyroïdiennes. Ça veut dire c'est lui qui est responsable en partie de transformer l'hormone produite par la thyroïde, qui est la T4, et l'hormone active, qui est la T3, pour l'envoyer vers les cellules. Fait que des fois, on va avoir une thyroïde qui est normale, qui n'a pas de problème, on va chez le médecin, puis tout est beau. Peut-être qu'on voit qu'elle force un peu au niveau naturel, mais le médecin ne s'inquiète pas avec ça. Puis en fait, c'est pas tout un problème de thyroïde, c'est plus un foie qui a de la misère à fonctionner de façon optimale, puis à bien convertir les hormones. Puis les premiers symptômes qu'on va voir, ça, c'est genre fatigue, tu sais, y a quelque chose qui est plus non spécifique, il y a de la fatigue, perte de cheveux, brain fog, ce genre d'affaires-là, tu sais, fait que c'est difficile de venir le relier directement à thyroïde foie, là, mais tu sais, ça peut être une combinaison qui est quand même assez fréquente. Il produit la bile pour soutenir la digestion. Fait que la bile, qu'on l'a vu dans la digestion, ça va émulsifier les gras. Puis, en même temps, c'est la porte de sortie de la bile, la porte de sortie du foie. Fait que ça va éliminer aussi qu'est-ce qui a été biotransformé dans le foie. Si c'est bloqué, ça risque de pas bien fonctionner. Participe à la régulation de la glycémie. Je l'ai mis parce que c'est quand même majeur au niveau du foie. C'est comme si il y en aurait eu d'autres, là. La liste est comme super longue, mais dans ce qui nous intéresse au niveau détox, ça ressemble à ça. Euh, Dites-vous que le foie, là, c'est comme d'abord, c'est hyper gros dans notre corps, là. Le foie, il est situé du côté droite, en dessous des côtes. C'est très, très gros, là. Mon foie, là, il est genre gros de même. Apparemment, c'est ça qui surprend le plus quand on voit une autopsie, là, que c'est comme le foie, il prend comme toute, toute la cage thoracique. C'est pour ça, entre autres, que le cœur est à gauche, parce que le foie prend trop de place. Fait que c'est une usine de transformation qui fait un peu tout. Fait que il y a différents processus. Fait qu'imaginez-vous une usine qui fait toutes sortes d'affaires. Ils font, je sais pas, de la pizza, du plastique, toutes sortes d'affaires. Et ça se peut que certaines voies fonctionnent mieux que d'autres. Fait que certains départements dans l'usine fonctionnent mieux que d'autres. Des fois, ils vont avoir une interaction entre elles, mais des fois, pas tant. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on ait certaines parties qui fonctionnent super bien, certaines parties qui fonctionnent moins bien, puis certaines parties qui fonctionnent encore moins bien. Fait que, tu sais, le foie a tellement de rôles que, oui, soutenir le foie, ça peut devenir très large. C'est sûr qu'éventuellement, quand plusieurs départements fonctionnent pas bien dans une entreprise, éventuellement l'entreprise au complet fonctionne pas bien. Fait qu'ils peuvent comme tout déteindre un sur l'autre. Fait que soutenir le foie, c'est comme il y a différentes façons de le faire, là. Mais on peut le faire en général, puis on peut le faire plus en spécifique aussi. Des petits signes, des petits indices, il y en a une tonne. Je vais repluguer mon ordi pour être sûr qu'il est correct. Il y en a une tonne, puis c'est quand même une liste non exhaustive. Non exhaustive.
De la fatigue, très non spécifique, ça peut être via la thyroïde, mais ça peut être carrément parce que le foie, il en arrache, du brouillard mental, difficulté à se concentrer, digestion lente, sensation de lourdeur après les repas. Ça, c'est assez classique, surtout quand il manque de bile. La perte d'appétit, surtout le matin. Des fois qui sont très engorgés, là, les gens n'ont pas faim le matin. Ça peut être du reflux gastrique aussi, un reflux qui va être plus bilieux, ça peut brûler aussi, puis ça peut être un signe de foie plus qu'un signe d'estomac. Une moins bonne tolérance aux aliments gras, c'est-à-dire dès que je mange un peu de friture, là, je suis pas capable de digérer, c'est comme ça bloque. Des nausées après certains repas, des ballonnements, de la constipation, la sensibilité à l'alcool ou au parfum, certains médicaments et suppléments, ça c'est à questionner aussi. Des maux de tête, migraines, on peut penser à venir soutenir le foie. La peau qui est plus congestionnée. Fait que là, j'ai parlé des affaires un petit peu plus d'élimination, là, plus intense, là. Mais déjà, quand il y a des signes au niveau de la peau, puis qu'on prend soin du foie, ça peut venir aider. Plein de signaux hormonaux. Des fois, là, ESPM, on fait juste soutenir le foie, même pas dans le sens d'aller axer sur les hormones, juste comme digestion, qualité biliaire, on cajole un petit peu le foie, puis déjà, là, un mois ou deux après, ça fait déjà une différence au niveau des symptômes plus hormonaux. Les allergies respiratoires, la diathèse allergique en général, incluant l'eczéma, peut être un signe de foie. Puis les réveils nocturnes entre 1 et 3, ça c'est la médecine chinoise qui nous dit ça. La médecine chinoise a une roue, là, si vous voulez checker ça, vous allez sur Internet, médecine chinoise et les heures, vous allez toutes les avoir. Si vous avez quelque chose qui revient toujours à la même heure, ben donc vous mettez à être congestionné à 10 heures le matin, tu sais. On peut aller voir ça, puis c'est intéressant, mais eux autres, ils disent que les réveils entre 1 et 3, c'est au niveau du foie, parce que c'est là qui serait le plus actif au niveau de sa détoxification. Puis si justement il est engorgé, ben ça va causer un réveil. Il y en aurait eu d'autres. Fait que je pense que je vais finir sur cette diapo-là, puis on va voir le reste la semaine prochaine. Fait que le grand chef d'orchestre de la détoxification. Le foie, il se détoxifie en deux phases. La phase 1 qui est plus en fait, qui est axé sur des cytochromes, là. C'est comme un petit peu cette roue-là, c'est des engrenages. Vraiment comme une usine. C'est vraiment une usine de transformation, notre foie. Puis il y a comme une pause entre la phase 1 puis la phase 2. On a besoin, puis la phase 2 va créer une substance transformée qui généralement est encore plus toxique qu'elle l'était avant. Fait que c'est comme si on rouvre un peu la plaie pour venir éventuellement la conjuguer dans la phase 2. Mais des fois, on peut avoir une phase 1 qui est très active, qui va créer beaucoup de radicaux libres, puis que ici, c'est pas pris en charge dans la phase 2. Ça arrive. Notre mode de vie, là, le fait qu'on a un environnement assez toxique, ça va venir stimuler la phase 1 quand même de façon importante. Fait que le fait d'avoir des antioxydants dans son alimentation, ça va venir aider aussi à tamponner le fait qu'on veut pas que la phase 1 devienne trop toxique avant d'être pris en charge. Mais le plus important, c'est surtout de soutenir la phase 2. Puis là, j'aurais pu vous faire des schémas super compliqués par rapport à ça, là, mais en gros, là, il y a 6 voies de détoxification, 6 voies d'élimination. C'est toute la conjugaison. Ça veut dire que les molécules qui rentrent au niveau de la phase 1 vont être biotransformées. Là, ils vont prendre une petite pause, vont devenir un petit peu plus euh, radicales. Puis, on va besoin d'être conjugué à une autre molécule. Fait que dans la conjugaison à la glycine, ça va être de la glycine, sulfate, glucorinate, le glutathion, l'acétyl, le méthyle. Fait que c'est vraiment de la chimie, là. Puis quand je vous dis que c'est une manufacture, c'est vraiment ça. C'est comme des chaînes de montage avec des enzymes qui vont prendre un substrat puis qui vont faire passer ça dans la chaîne de montage, puis éventuellement, ça va sortir de l'autre côté. En gros, qu'est-ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que le besoin en micronutrition est hyper important parce que chacune des enzymes dans la chaîne de montage a besoin de cofacteurs. Ça va souvent être des vitamines du groupe B, du magnésium est tout le temps important, des acides aminés. Les acides aminés sont hyper importants pour la phase 2 du foie pour être bien conjugués. Fait que, tu sais, en gros, c'est ça. Puis, une fois que ça va être fait, en fait, toutes ces toxiques-là, une fois qu'ils ont été bien conjugués, vont être éliminés via la bile. Fait que le foie, il y a plein de canaux dans le foie qui va produire la bile. Puis les déchets vont être éliminés dans ces canaux-là, vont venir être emmagasinés au niveau de la vésicule biliaire
qui est ici. Puis quand on mange, ben, la vésicule biliaire elle va se contracter, puis elle va être balancée dans tout le tube digestif pour venir émulsifier les gras qu'on a mangés. Mais en même temps, ça va aussi contenir des déchets qui ont été neutralisés, conjugués pour qu'ils soient éliminés via l'intestin. C'est sûr, moi j'aime ça l'appeler, pas juste moi là, mais c'est souvent appelé la phase 3. Parce que c'est comme un peu, si moi je trie tout bien mes affaires chez nous, je trie mon recyclage, je trie mon compost, mes poubelles, je trie tout comme faut, tout est à bonne place, mais je change jamais les poubelles au chemin, ben c'est pas super intéressant. Je vais quand même rester un peu avec mes affaires toxiques. Oui, ça va être bien organisé, fait que ça sera pas comme peut-être dans mes jambes puis sur ma table pendant que je suis en train de manger. Mais éventuellement, c'est une bonne idée de venir sortir ça au chemin. Fait que sortir ça au chemin, c'est comme un peu l'exemple de quand ça s'en va dans la bile. Puis je vous dirais, quand le camion passe, c'est quand c'est éliminé de l'intestin. Là, je devrais plus le revoir. Mais tu sais, des fois, les poubelles, ils passent pas tout le temps bien. Puis là, je reste comme pris avec. Puis là, il faut que je les rentre parce que là, j'ai plus de place je peux pas les laisser au chemin toute la semaine, là. C'est juste le jeudi, les poubelles. Fait que c'est un peu le même principe. Ça se peut que j'ai tout bien fait ça au niveau de mon foie, j'ai éliminé au niveau de ma bile, mais que l'intestin fait pas sa job, c'est réabsorbé, c'est déconjugué, puis là, la roue repart. Ça, c'est pas intéressant. C'est pour ça que d'adresser l'intestin, c'est important. De les adresser un petit peu les deux en même temps, c'est intéressant parce que la bile a un petit côté laxatif. La bile a un petit côté, d'abord, elle va aider avec toute la digestion. Puis, elle va aider aussi, elle a un petit côté assainissant, c'est-à-dire au niveau bactérien. Fait que quand on va venir travailler au niveau des mauvaises bactéries, la bile, elle a ce petit côté-là qui va venir aider à assainir au niveau des bactéries. On ne voudrait pas toutes les tuer, mais la bile est comme intelligente à tuer surtout les moins bonnes, là. Fait que c'est souvent un début. C'est comme avant de commencer à tout bien trier mes poubelles, je peux commencer par les sortir au chemin. Déjà, ça va faire une bonne affaire. Ou on peut prendre l'analogie d'un bain aussi. Ben, je peux venir brasser dans mon bain, mais si je veux, si mon bain il déborde, là, tu sais, si je peux venir comme aider à éponger au niveau de l'eau, mais si je tire le bouchon, même si l'eau continue à couler dedans, ben si je tire le bouchon, au moins il y a des affaires qui vont commencer à sortir, puis mon bain va arrêter de déborder. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour adresser la bile en naturopathie. Il y a beaucoup de choses dans nos habitudes, dans comment on mange, dans qu'est-ce qu'on mange, dans des plantes qui vont venir aider avec la bile. Fait que ça, c'est toujours, on se trompe pas. Moi, je dis tout à ça. Quand on travaille la bile, on travaille la qualité biliaire, là, on se trompe pas. On va en avoir un petit peu plus la semaine prochaine sur comment on fait ça, là. Ben, c'est ça. Le foie, super important. Ouais, je pense qu'on va voir ça la semaine prochaine. Ouais. Parce que c'est ça, j'avais comme deux petites présentations, là. Je vais pas trop déborder parce que je sais que ça va être correct comme ça. Fait que je vous laisse digérer ça. Puis la semaine prochaine, on rentre vraiment dans le concret de la qualité biliaire, comment qu'on fait, c'est quoi les aliments, puis un paquet de choses là-dessus. On va parler aussi de la maladie du foie gras puis de certaines cures, même si ouais, en fait le foie puis le corps il se détoxifie tout le temps, mais comment on peut l'encourager? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? On va voir. Faut l'essayer. T'avais-tu des questions avant que j'arrête dans l'enregistrement? Non, ça va, là. Merci. Pas de problème. Fait que, ben, bye tout le monde qui était pas là. J'espère que vous m'écoutez en différé, puis je n'ai pas si vous avez des questions, là, mais ça, c'est la page Facebook, là. On est déjà semaine 10, hein, fait que ça commence à achever.